Alors, je vais maintenant passer la parole au professeur Florence Thibault, qui est notre formidable présidente du comité scientifique. Florence Thibault est professeure de psychiatrie, endocrinologue, docteur en neurosciences. Elle exerce au Chucochin Paris et à l'université Paris-Cité. Elle est membre de l'INSERM U1266 à l'Institut Psychiatrie et Neurosciences de Paris et membre du comité exécutif de l'Association internationale de neuropsychiatrie. Elle est aussi présidente de la section santé mentale des femmes au sein de la World Psychiatric Association. Bon, et par ailleurs, donc, c'est une formidable présidente pour nous de notre comité scientifique. À toi, Florence. Merci beaucoup, Jocelyne, pour cette très sympathique introduction. Et je voulais remercier à nouveau Marie-Jeanne, Jocelyne, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant toutes ces années, plus récemment Emmanuel Raymond, et puis enfin tout le comité scientifique, et dire à quel point c'est très agréable de travailler avec ce comité scientifique au sein d'UNAFAM, et combien nous sommes ravis chaque année de choisir des candidats parmi ceux qui nous semblent les meilleurs. Et cette année, on a été particulièrement heureux parce qu'on a reçu tellement de dossiers qu'on ne savait plus à qui attribuer les prix finalement, et que pour la première fois, on a eu le choix entre différentes candidatures en sciences humaines et sociales, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire du prix de l'UNAFAM qu'on a reçu plusieurs candidatures pour le prix SHS et qu'on n'a pas dû l'attribuer, je dirais un peu à des psychiatres par défaut, alors que cette année on a vraiment pu l'attribuer à quelqu'un, comme vous l'avez vu, qui fait vraiment des sciences humaines et sociales. Donc merci à tous pour ces années de travail très agréables. Et donc on s'était dit avec Jocelyne que c'était l'occasion cette année de pousser un peu pour avoir des recommandations. Et puis finalement, Claire Compagnon est allée au-devant de toutes nos espérances, puisqu'il semble que ça soit maintenant définitivement acquis et qu'enfin on va pouvoir compter sur ces recommandations, en commençant par celles que vous avez voulu pousser en avant, qui sont celles sur la schizophrénie et le trouble bipolaire. Je peux vous demander mes diapositives, s'il vous plaît, ou c'est moi qui appuie peut-être? Voilà. Alors, donc mes conflits potentiels d'intérêt. Donc, en introduction, quelques données. La schizophrénie en France, donc moi je suis chargée de parler plus spécifiquement de la schizophrénie. Hélène Verdoux, qui connaît bien la clozapine parce qu'elle a présidé plusieurs commissions sur ce sujet avec des recommandations, parlera de la clozapine. Ensuite, Pierre-Michel Lorca parlera des recommandations sur les troubles bipolaires. Pierre Vidaillet, en tant que président du CNQSP, je crois que c'est bon, Conseil national de la qualité des soins en psychiatrie. Et puis enfin, Nicolas France, que vous connaissez pour la réhabilitation, nous parlera des aspects réhabilitation. Donc la schizophrénie en France, c'est 5 à 7 ans de retard au diagnostic. C'est une moitié de patients qui ont recours aux toxiques, pour l'instant plutôt le cannabis, 40% qui font une tentative de suicide, 10% qui se suicident. Et alors j'ai regardé les chiffres, depuis le siècle dernier, on a l'impression que le chiffre du taux de suicide chez les schizophrènes n'a pas bougé, malgré l'avènement des nouveaux antipsychotiques. Ça a un peu baissé au moment de l'introduction des premiers antipsychotiques dans les années 50, et puis ensuite c'est revenu aux alentours de 10%. C'est 20 ans d'espérance de vie en moins, donc le docteur Saravan et Jocelyne en ont longuement parlé. C'est 35% des prises en charge en psychiatrie en établissement de santé, c'est la moitié des hospitalisations de longue durée en psychiatrie. Je ne reviens pas sur l'exposé de ce matin de Marie-Jeanne et de notre collègue Charles Adezra, qui ont longuement parlé de la contention et de l'isolement. Et c'est 80% de patients qui ne travaillent pas et 13% qui sont sans domicile fixe. Alors, en termes de devenir, donc j'ai retrouvé une étude de 2022 qui reprend toutes les études de suivi qui ont porté sur au moins 20 ans et qui portent sur 1991 patients atteints de schizophrénie. Alors, vous voyez qu'il y en a à peu près 60% pour qui ça se passe pas mal, entre ce qu'on appelle le recovery en anglais, à peu près un quart, et puis mieux ou modérément mieux, et puis seulement 40% qui ont un devenir plutôt péjoratif, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de penser, c'est-à-dire qu'on dit oui, il y en a à peu près 10% qui travaillent vraiment, mais finalement le devenir est plutôt meilleur que ce qu'on a l'habitude de penser.
Alors, la dernière conférence de consensus sur la prise en charge de la schizophrénie, elle n'est pas toute jeune, elle date de 2003, et elle n'avait pas été complètement validée par la HAS, donc il y avait vraiment un vrai souci en termes de conférence de consensus sur la schizophrénie. Alors, en termes de santé mentale, les centres experts ont beaucoup contribué à l'amélioration du diagnostic, mais comme on le dit depuis ce matin, la prise en charge reste extrêmement hétérogène sur le territoire. Alors, quels sont les défis à relever ? Premièrement, homogénéiser la prise en charge de la santé mentale et physique, comme on l'a longuement évoqué ce matin. Accès égal sur tout le territoire à l'ensemble des thérapies disponibles. Et donc pour ça, il faut des recommandations nationales, il faut les écrire. Ensuite, il faut les diffuser. Co-construire un projet de soins avec le patient, c'est-à-dire l'informer et aussi anticiper la gestion des crises et viser le rétablissement, c'est-à-dire l'inclure dans les programmes de soins, éducation thérapeutique, réhabilitation psychosociale, mais en même temps l'aider dans ses études s'il veut en faire, le soutien à l'emploi, l'aide au logement, et puis, comme l'a dit Jocelyne Viato, prévoir des indicateurs de suivi. En France, c'est vrai qu'on aime beaucoup faire des règles, mais on ne regarde pas si les gens les respectent. C'est vrai, c'est quelque chose de très français. Ensuite, il faut former, développer l'enseignement de la santé mentale pour les médecins, mais aussi les infirmiers, puis la formation médicale continue dans tous les domaines pour tous les intervenants. S'occuper des comorbidités, comme l'a dit Jay Saravan, ce qui comprennent non seulement les comorbidités somatiques, mais en plus le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, si nécessaire. D'autres défis, le diagnostic précoce, la prévention, on sait que ça réduit de moitié les hospitalisations de première crise, un diagnostic précoce, et ça réduit notablement le handicap quand le diagnostic est précoce. Il faut déstigmatiser, il faut informer le grand public. Alors il y a une espèce de piste intéressante qui est ce qu'on appelle les étudiants de premier secours en santé mentale. Ça marche bien, ça les intéresse, et ça contribue grandement à essayer de faire du dépistage et des premières prises en charge et d'aider à l'orientation de patients. Les groupes de pères aidants, les associations, et puis enfin collecter des données médico-économiques et épidémiologiques, puisque 2 à 4% seulement de la recherche en santé pour la santé mentale en France, dans ce domaine, contre 7% en Grande-Bretagne et 11% aux États-Unis. Alors, je ne reviens pas sur l'évaluation des indicateurs puisque Jocelyne Viato l'a longuement abordé. Et donc, simplement pour dire qu'on n'est pas très bon sur l'évaluation cardiovasculaire métabolique. On n'est pas très bon non plus sur le repérage des conduites addictives puisque, vous voyez, c'est au maximum 30% de repérage des conduites addictives chez les patients qui sont en CMP. Alors, quelles sont les recommandations disponibles ? Alors, il y a des recommandations sur la schizophrénie débutante. C'est une conférence de consensus sous l'égide de la Fédération française de psychiatrie, donc de 2003, qui n'a pas été complètement validée par la HAS et qui commence à dater sérieusement. Il y a eu des progrès, heureusement, pour les patients depuis 2003. La schizophrénie à début précoce, donc il y a un centre de maladies rares qui a mis en place des recommandations pour les schizophrènes de moins de 15 ans, disponibles à l'adresse qui est notée. L'annonce du diagnostic sévère, sur laquelle on reviendra. La surveillance cardio-métabolique, sur laquelle on a longuement parlé ce matin. Et puis l'amélioration de la prise en charge somatique, dont on a parlé également ce matin. Grande précarité et troubles psychiques, avec le recours au père aidant en 2023. La prescription d'activité physique en 2022. Vous voyez, il n'y a pas de recommandation sur comment prendre en charge un schizophrène dans son parcours de soins, mais il y a des recommandations sur la prescription d'activité physique chez les patients. Et puis enfin, il y a un guide ALD, affection longue durée, pour les affections psychiatriques qui a été édité en 2017. Alors, il y a quelques données qui sont disponibles. Il y a un dossier INSERM, mais qui commence à dater, schizophrénie 2017. La Fondation fondamentale, qui met régulièrement des éléments à disposition sur son site. Le groupe Origène en Australie, qui s'occupait beaucoup de prise en charge précoce, qui a fait un case management dans la psychose débutante, publié en 2012. Le collectif Schizophrénie en 2024 qui a traduit un document qui a été fait par plusieurs psychiatres au plan européen avec la collaboration de certains laboratoires, mais on considère comme il y en a plusieurs,
on ne peut pas parler réellement de conflit d'intérêts dans la mesure où ils ont collecté de l'argent auprès de plusieurs laboratoires. Toujours est-il qu'il y a une première version qui a été écrite et elle a été réactualisée en 2024. Et je vais vous en parler un peu plus longuement parce que Gamian, qui est donc l'équivalent de l'UNAFAM mais à un niveau plus international, a été contacté et je vais vous dire un peu ce qu'ils ont proposé pour ajouter dans ces recommandations qui s'appellent Time to Commit to Policy Change. La feuille de route santé mentale de 2021, les recommandations du Vidal en 2023 et puis un guide d'information francophone canadien qui a été fait de 2017 et revu en 2024. Alors voici le tableau de Gamian, mais je vous en parlais plus en détail. Donc ça figure exactement comme ça dans le Time to Commit Policy to Change. Et donc il propose une sorte de charte pour les droits au traitement et aux soins des personnes atteintes de schizophrénie. Quelque chose qu'ils ont proposé donc en 2019. Alors, premièrement, préserver les droits des patients et leurs attentes en matière de traitement efficace, sans risque, et en matière de soins plus généralement. Deuxièmement, créer des services de santé mentale respectueux et préserver la dignité et la confidentialité des patients. Troisièmement, fournir un espace sécurisé avant et pendant les périodes de crise, incluant des alternatives aux hôpitaux psychiatriques. Quatrièmement, assurer la prévention des rechutes, assurer des interventions précoces, promouvoir le bien-être et s'occuper de la santé somatique en termes de dépistage et en termes de soins. Et enfin, cinquièmement, assurer le rétablissement et des activités contribuant à l'inclusion sociale, y compris l'emploi, des activités bénévoles si la personne souhaite en faire et d'autres activités qui ne sont pas listées. Alors, les recommandations internationales. Donc, Jocelyne Viato a parlé de recommandations qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles prennent elles prennent en compte le patient dans sa globalité, de manière, on va dire, intégrative. Et donc, les recommandations allemandes qui ont été établies en 2019. Alors, je discutais avec mes collègues allemands de la nécessité en France de faire des recommandations. Alors déjà, il m'a regardé un peu bizarrement en disant « Ah bon, il n'y en a pas ». Et puis ensuite, il m'a dit « Mais qui va les faire ?» Alors je lui ai dit bah, « C'est le gouvernement ». Il m'a dit « Mais comment ça, le gouvernement? Vous n'avez pas de Société nationale de psychiatrie ?» Alors je lui ai dit « Si, il y en a. Mais en France, c'est le gouvernement qui s'en occupe. » Alors il était très surpris. Il m'a dit « Mais je ne comprends pas parce que nous, on a une Société nationale de psychiatrie et c'est la société allemande qui fait les recommandations. » Et à partir de ces recommandations, l'ensemble des psychiatres allemands se conforment aux recommandations. Donc quand on parle de ça aux collègues étrangers, ils sont toujours un peu surpris d'imaginer que c'est le gouvernement en France qui nous impose des règles et qu'ensuite ils contrôlent qu'on les suive. Toujours est-il que ces recommandations, je vais y venir tout à l'heure, sont très bien faites. Il y a également les recommandations anglaises, les NICE, qui sont aussi globales, et je vais y revenir tout à l'heure. Sinon, il y a des recommandations canadiennes qui sont thérapeutiques, des recommandations américaines de l'APA, American Psychiatric Association, faites en 2020, qui sont aussi sur la thérapeutique. Les recommandations de la Société mondiale de psychiatrie biologique, que j'ai présidée il y a quelques années, et qui a écrit plusieurs recommandations sur la schizophrénie, mais qui sont des recommandations purement thérapeutiques. L'OMS, en 2023, qui a également fait des recommandations purement thérapeutiques. Et enfin, la Société suisse de psychiatrie, qui a fait des recommandations qui s'adressent à la fois à la thérapeutique et au rétablissement, mais qui sont courtes, 2 pages. Alors, si on prend les recommandations allemandes et Nice, que l'UNAFAM et nous autres souhaiterions qu'elles soient prises en compte pour développer les recommandations françaises. Donc elles sont destinées aux patients, aux aidants et à leurs familles et aux professionnels qui sont impliqués dans le soin. Ça va de l'aide au diagnostic, incluant le diagnostic différentiel, donc maladie neurologique, maladie rare, expression psychiatrique, etc. Une décision thérapeutique partagée avec un patient qui connaît les bénéfices, les risques et participe au choix du traitement, qu'il soit médicamenteux ou non. La possibilité d'inclure les familles ou les proches dans les prises de décision. La définition avec le patient du ou des buts qu'il souhaite atteindre, aussi bien sur le plan de sa santé que de sa vie personnelle, en partenariat avec des proches, et comment améliorer ce qu'on appelle l'empowerment, qui n'a pas vraiment de traduction en français, sa façon de revenir dans la société, mais je ne trouve pas de mot exact pour le traduire. La rédaction avec le patient d'un plan de gestion de crise,
la réévaluation régulière des traitements, la gestion des effets secondaires, quels qu'ils soient, y compris sexuels, qui est un vrai souci chez les patients schizophrènes. Et on a d'ailleurs eu des projets qui ont été proposés pour le prix avec toute une revue de littérature très bien faite sur les effets secondaires sexuels des traitements. Le cancer, la surveillance cardiométabolique, etc. Je ne reviens pas, Jay en a longuement parlé ce matin. Et puis la gestion de situations spécifiques, selon le sexe, les prises en charge ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes et chez les femmes, selon l'âge, selon la phase de schizophrénie, la grossesse, qui est un gros souci avec tout l'accompagnement, non seulement à la grossesse, mais aussi à la parentalité chez les patients schizophrènes, les troubles anxio-dépressifs comorbides, les troubles sexuels, les troubles du sommeil, le risque suicidaire, on a vu 10% décès par suicide, les addictions, à peu près la moitié des patients schizophrènes, et puis tout ce qui concerne, Nicolas y reviendra, la remédiation cognitive, l'entraînement aux habiletés sociales, et puis tout ce qui est ergothérapie, art-thérapie, sport, la coopération des différents intervenants en santé au travers de la formation continue, d'intervision, de supervision, que ce soit des psychothérapeutes, des médecins généralistes, des intervenants psychosociaux, les pairs aidants, leur place, les patients experts, les associations. Et puis enfin, et Mario Delcreps intervenait ce matin pour rappeler à quel point il fallait aussi penser aux sujets à risque. Alors, ceux qui ont des symptômes évocateurs et une souffrance personnelle, ou parfois simplement ceux qui sont à risque familial, comment les accompagner, comment les aider, comment ne pas les stigmatiser, faire attention aux risques suicidaires, aux comorbidités addictives, somatiques, et enfin à la stigmatisation. Tenir compte des facteurs ethniques, culturels, évaluer régulièrement les prises en charge avec des indicateurs comme le rappelait Jocelyne. Et puis le NICE prévoit la gestion des congés professionnels de longue durée et l'adaptation au poste de travail, ce qui est rarement mis en valeur dans les recommandations et ce qui est pourtant crucial, comment remettre au travail, s'ils le souhaitent, des patients atteints de schizophrénie. En conclusion, une prise en charge réussie, c'est une approche d'équipe intégrée, psychiatres, divers professionnels de la santé, des services sociaux, y compris dans certains cas les employeurs, des recommandations nationales de bonnes pratiques qui soient écrites déjà pour commencer, ensuite qui soient diffusées et puis on espère qu'ils soient suivis, une collaboration avec les personnes atteintes de schizophrénie, les soins doivent prendre en compte les besoins propres des personnes et viser leur rétablissement et tenir compte des familles et de toute autre forme de soutien ou de proches. Et enfin, pour finir, un financement adapté qui soit à la hauteur des enjeux sociétaux pour la recherche et l'enseignement des futurs professionnels de la santé mentale. Merci beaucoup de votre attention.